un autre sujet majeur, c'est la question de cette menace nucléaire. Je le disais, dans le contexte ces derniers jours, on a entendu parler de l'arme nucléaire, certains ont pris peur en entendant parler d'un Satan 2, qui serait donc cette arme nucléaire détenue par la Russie qui pourrait anéantir la France en peu de temps. On a entendu parler, et ça en l'occurrence c'est plus concret, en tout cas une déclaration de Vladimir Poutine il y a quelques jours qui disait mettre en état d'alerte ces armes de dissuasion nucléaire. Première question pour toi, quand Vladimir Poutine porte de tels propos, qui parle de mettre en état d'alerte son arme nucléaire, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et ça veut dire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, oui, ça veut dire quelque chose. Après, il faut se rappeler que par nature, en fait, une arme nucléaire, elle est toujours en alerte. Par exemple, en France, vous avez toujours au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc un SNLE, qui est à la mer, enfin, qui est quelque part sur le globe, on ne sait pas où il est, et on appelle ça la permanence de la dissuasion. Et pour les armes russes, enfin les armes nucléaires russes, c'est exactement la même chose. Vous avez des sous-marins qui sont toujours en alerte. Mais là, en fait, Vladimir Poutine a décidé qu'il allait tout simplement élever le niveau d'alerte de ses forces. Donc on estime que le niveau d'alerte des forces russes, ça va de 1 à 4. Habituellement, le niveau, c'est 1, et là, il est passé au niveau 2. Donc en fait, il y a encore potentiellement un niveau 3 et un niveau 4. Et en fait, même les Américains ont reconnu que ça ne s'était pas encore traduit sur le terrain par des effets concrets et qu'apparemment, il y avait juste eu une augmentation des effectifs de personnel dans les centres qui permettent de commander ces forces nucléaires, mais qu'il n'y avait pas eu, par exemple, de déploiement sur le terrain de nouveaux missiles. Alors dans ce cas, si on voit que c'est relativement limité les changements après cette déclaration, comment est-ce qu'on explique ces propos de Vladimir Poutine et le fait aussi qu'on en ait parlé, qu'on en a entendu parler autant ces derniers jours? Alors en fait, Vladimir Poutine, en faisant cette déclaration, il a deux publics. Il a déjà toute la communauté internationale qui sait ce que Poutine veut dire en mettant quand il dit qu'il va mettre en alerte ses forces, donc les diplomates français, l'OTAN. Et en fait, il répond aussi à Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, qui avait rappelé que la France et l'OTAN étaient une puissance nucléaire. Donc en fait, d'un côté, vous avez effectivement l'OTAN qui rappelle, nous on a des armes nucléaires, et en face, vous allez avoir Poutine qui dit « Ah, mais moi aussi, j'ai des armes nucléaires, et pour bien vous le rappeler, je vais les mettre en alerte. » Donc en fait, vraiment, c'est une sorte de dialectique, comme on dit en stratégie, ou de rhétorique nucléaire, qu'on avait en fait oublié depuis la guerre froide, parce que la plupart des conflits depuis la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide, ils ont été menés contre des États qui n'avaient pas l'arme nucléaire. L'Afghanistan, l'Irak, il n'y avait pas d'arme nucléaire. Et du coup, Poutine sait très bien qu'en faisant ce genre de déclarations qui ne sont pas toujours très bien comprises, il va aussi susciter la panique dans les populations européennes, et c'est exactement ce qu'il voulait. Je précise d'ailleurs, parce qu'on parle de pays qui ont l'arme nucléaire, qu'aujourd'hui, il y a 9 pays qui possèdent l'arme atomique. La Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Ce qui fait que, vu que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, la France est le seul pays aujourd'hui à avoir l'arme nucléaire. Ça en fait d'ailleurs un pays particulier aux yeux de la Russie? Ça pourrait en faire un pays particulier ou pas tant que ça? Pas forcément. Je pense que quand même la France s'est illustrée effectivement comme un petit peu chef des négociations. Et puis voilà, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est pas le ministre des Affaires étrangères britannique qui a fait cette déclaration sur les armes nucléaires. Après, petite précision sur les pays. Alors il faut quand même distinguer ceux qui ont l'arme nucléaire au titre du traité de non-prolifération. Donc, en fait, c'est les pays qui ont historiquement eu l'arme nucléaire. Donc, effectivement, la France, Royaume-Uni, Chine, Russie et États-Unis. Et puis, il y a des pays, en fait, qui ont développé l'arme nucléaire après. Donc, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël, qui ne s'est jamais exprimé sur le sujet, mais dont on suspecte effectivement qu'ils ont bien l'arme nucléaire. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est donc le classement des États du monde par arsenal nucléaire en 2021. On voit que la France, du coup, est en 4e position. La Russie est première aujourd'hui, mais juste derrière, il y a les États-Unis. Une question qu'on peut se poser, que j'avais vue d'ailleurs sur YouTube il y a quelques jours, qui me semblait assez intéressante à poser. On comprend qu'une arme nucléaire, ça peut faire potentiellement beaucoup de dégâts. On va peut-être pouvoir en parler dans quelques minutes. Mais on comprend aussi que les armes nucléaires ne sont pas forcément faites pour être utilisées, que c'est aussi une arme de dissuasion. D'où une question très simple. Quel est l'intérêt finalement du coup d'avoir autant d'armes nucléaires si elles sont faites pour ne pas être utilisées et que
Ouais, alors en vrai, là, c'est pas beaucoup. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre froide, la Russie, elle avait 12 000 têtes nucléaires. Et donc, en fait, il y a eu tout un processus de traités, donc notamment le traité New START, là, qui a été renouvelé en février 2021 entre Russie et États-Unis, pour réduire ce nombre de têtes nucléaires. Et en fait, on est vraiment, heureusement, sur une pente descendante. Mais pour que, comme tu le disais, la dissuasion soit crédible, il faut quand même avoir un certain nombre de têtes nucléaires. Et effectivement, tout ce qui est armes stratégiques, donc les 1600 ogives que possèdent les États-Unis et la Russie, elles servent en fait à tout simplement se protéger d'une attaque nucléaire. Donc le nucléaire dissuade le nucléaire en quelque sorte. Mais il y a aussi des petites armes. Oui, les nucléaires tactiques, on peut en parler effectivement. Et on peut en parler d'ailleurs dès maintenant. On parle de menaces nucléaires ou de guerre nucléaire potentielle depuis de nombreux jours. C'est forcément quelque chose qui fait peur. Quand on parle d'armes nucléaires, on parle de certaines armes qui peuvent avoir un impact massif, direct et très, très important. Et comme tu le dis, il y a aussi des armes nucléaires qui sont peut-être qui ont un objectif plus localisé. Ouais. Est-ce qu'on peut... Alors déjà, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement et est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit utilisée Alors déjà, heureusement, tout l'emploi du nucléaire militaire, c'est conditionné par des doctrines qu'on connaît bien. C'est justement tout un effort de transparence pour éviter que vous ne compreniez pas pourquoi votre ennemi ou votre adversaire va employer une arme. Et dans la doctrine russe, elle est officiellement uniquement défensive. Et donc, la Russie n'est pas censée employer du tout ces armes nucléaires, à part pour défendre l'intégrité de son territoire. Et donc, il y a une variable d'ambiguïté ici, parce que si ça se trouve, Poutine, il va un jour considérer que l'Ukraine, ou en tout cas l'Est de l'Ukraine, fait partie de son territoire. Mais pour l'instant, évidemment, on n'en est pas là. Alors, effectivement, on peut séparer les armes nucléaires en armes nucléaires stratégiques et armes nucléaires non stratégiques ou armes nucléaires tactiques, qui sont parfois considérées comme des armes qu'on pourrait employer sur le terrain, parce qu'il y a un calibre il y a une portée beaucoup plus petite, des conséquences beaucoup plus réduites sur le terrain. Mais en tout cas, pour l'instant, aucun système de courte portée nucléaire russe n'a été observé à proximité de l'Ukraine. Et comme je disais, ça ne fait pas non plus partie officiellement de la doctrine russe. Et puis la Russie, on l'a déjà dit, elle a des capacités conventionnelles a priori suffisantes pour atteindre ses objectifs. Donc on espère qu'elle n'aura pas à utiliser des armes nucléaires tactiques pour revenir à là. Il faut imaginer que certaines grosses bombes américaines, les Daisy Cutter, c'est déjà la moitié d'une petite bombe nucléaire. Donc c'est finalement pas tellement plus fort que ce qu'on utilise déjà sur le terrain, par exemple en Afghanistan, pour taper les bunkers. Ouais, ça serait plus un côté symbolique, en fait, vraiment, d'employer une arme nucléaire non stratégique. Ça serait la rupture d'un tabou, parce qu'en plus, il faut savoir que les pays qui ont l'arme nucléaire, ils se sont engagés à ne pas attaquer nucléairement, avec des armes nucléaires, des pays qui ne l'ont pas. C'est des garanties négatives de sécurité. Donc si Poutine fait ça, il sera encore plus au banc des nations qu'il ne l'est déjà. Ce sera un aveu de faiblesse dramatique de la part de la Russie de ne pas être capable de prendre la petite Ukraine avec sa petite armée. Il a besoin des bombes atomiques pour ça. C'est pas possible. C'est un dommage quand même. Et du coup, quand on entend tout ça, qu'on entend que la Russie n'a peut-être pas besoin de toute façon d'armes nucléaires pour prendre l'Ukraine, on entend tout ça. Dans ce cas, pourquoi est-ce que, encore une fois, Vladimir Poutine parle autant de l'arme nucléaire ? À quoi c'est dû ? C'est une guerre de communication ? Il n'en parle pas tant que ça. C'est vrai. Il y a eu la déclaration du 24 février. Après, début février, quand le président Macron était allé à Moscou, effectivement, Poutine lui avait rappelé que la Russie avait l'arme nucléaire. Il y a eu encore des déclarations rappelant que si l'OTAN faisait un geste malheureux, disons, on s'exposait à des conséquences telles qu'on n'avait jamais connues. Donc là, c'était clairement une référence à l'arme nucléaire. Mais depuis le 24 février, il n'y a plus de déclaration. Comme je l'ai dit, on n'a pas non plus observé de mouvements sur le terrain concrets qui permettraient de bien dire que les forces ont été mises en alerte. Donc voilà, il a fait sa déclaration, il a dit dès le début du conflit, je vous rappelle que moi aussi j'ai l'arme nucléaire, et puis voilà. Donc mais on voit que quand bien même c'est peu de prise de parole dans le cas de Vladimir Poutine par exemple, ça a un écho qui est important. Et donc cet écho-là, on peut supposer que Vladimir Poutine en est conscient que quand il parle d'armes nucléaires, il ne fait pas ça juste pour le plaisir. Il y a un acte réfléchi derrière en termes de communication. Oui, bien sûr. Et puis on peut se demander pour le coup pourquoi il l'a fait aussitôt.
dans le conflit, parce que c'était, me semble-t-il, 2-3 jours après le début de l'invasion. Alors certains ont interprété ça comme une sorte déjà un aveu de faiblesse en disant ça veut dire qu'il est déjà enlisé sur le terrain, donc il a besoin de faire appel à la menace nucléaire. Bon, en vrai, on ne sait pas trop s'il est en tout cas, il y a 15 jours, on ne pouvait pas dire s'il était enlisé ou pas. Donc en fait, voilà, ça fait partie d'une posture stratégique globale qu'il faut vraiment détacher en fait de ce qui se passe tactiquement sur le terrain. Et par ailleurs, on a eu pas mal de réactions forcément à ces propos de Vladimir Poutine ces derniers jours. Ne serait-ce que la semaine dernière, donc François Hollande était ici dans le cadre de cette émission. Il a estimé que Poutine en fait bluffait en faisant une telle déclaration. Est-ce que le terme de bluff, par exemple, est une bonne Alors, je ne veux évidemment pas contredire l'ancien président de la République, c'est quand même difficile, mais je ne sais pas si le terme de bluff est vraiment adapté dans cette situation. On est vraiment plutôt sur du signalement stratégique nucléaire que la Russie fait depuis plusieurs années. Il y a eu des exercices aussi qui pouvaient simuler des tirs. Bluffer, je pense que ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de le faire derrière. On sait que l'arsenal nucléaire russe, il est en train d'être modernisé. Il est même quasiment, que sa modernisation est quasiment finie. Donc oui, il y a une capacité technique de le faire. Après, a priori, on espère évidemment qu'il le fera pas. Mais parler de bluff, ça me semble peut-être un peu excessif. Dans les autres questions qui reviennent, on essaie de balayer un maximum de questions qui sont présentes dans le chat. Evalua qui demande, petite question, est-ce que c'est vrai l'histoire de la bombe Satan 2, comme quoi elle pourrait détruire un pays comme la France ? Alors, pour l'instant, il me semble que cette dénomination, elle n'est pas dans l'arsenal nucléaire russe officiel. Et donc, du coup, on peut pas savoir quelles seraient ses conséquences. On a la liste, je l'ai même ici, si vous voulez, la liste de tous les missiles intercontinentaux. Donc, effectivement, le Satan, pour l'instant, c'est du SS-18. Il y a 40 lanceurs de SS-18. Mais pour l'instant, c'est du Satan 0, enfin le Satan 1, et pour le Satan 2, il n'y a pas d'informations pour l'instant disponibles. Autre question importante qui revient beaucoup, on parle de Poutine qui pourrait déclencher l'arme nucléaire, mais est-ce que c'est vraiment lui qui la déclenche dans le cas de la Russie ? Comment ça se passe ? Alors, on sait que 3 personnes en Russie ont accès à la mallette nucléaire qu'on pourrait imaginer, la fameuse, le gros bouton rouge. Donc Vladimir Poutine, son chef d'état-major des armées et son ministre de la Défense. Bon, après, évidemment, ce genre de processus de prise de décision, ça reste assez confidentiel et c'est normal. Mais en tout cas, on pense que s'il essayait de prendre la décision tout seul, en même temps, le chef d'état-major des armées et le ministre de la Défense pourraient avoir leur mot à dire. Autre question qui revient beaucoup. Alors là, d'ailleurs, je pense qu'elle dépasse le cas de la guerre actuelle, mais c'est une question plus large sur l'arme nucléaire en France. Est-ce que la France a les moyens de se défendre en cas d'attaque nucléaire sur son territoire ? Alors, en fait, notre principale défense, c'est ce qu'on appelle du coup la dissuasion. En fait, c'est grâce aux armes, enfin dans ce contexte, c'est grâce aux armes nucléaires que la France a, que les États-Unis, que le Royaume-Uni a, qu'on va faire comprendre à la Russie ou à la Chine, que si jamais il y a un missile nucléaire qui part et qui attaque la France et qui détruit un centre de commandement de l'armée, on va pouvoir répliquer et infliger autant de dégâts, voire plus de dégâts à la Russie et également aux intérêts vitaux de la Russie. Donc du coup, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que Poutine ou est-ce qu'un autre acteur serait prêt à se voir infliger autant de dégâts qu'il aurait infligé à la France ? A priori non, et c'est grâce à ça que la dissuasion fonctionne depuis 60 ans. Mais techniquement, on peut raser Moscou. Oui, c'est sûr. Mais après, on peut raser Pékin. J'espère qu'on n'aura jamais besoin de le faire. Et la Russie, de la même façon, a ces moyens-là. Et du coup, c'est ce qu'on dit là, la riposte, on va dire, à une arme nucléaire, c'est pas tant des outils de blocage de ces missiles-là, c'est plutôt le fait de nous-mêmes avoir une arme nucléaire. Et c'est notamment à ça que servent les sous-marins. C'est pour ça qu'ils sont sous l'eau, qu'ils sont indétectables. Imaginons que tous les centres de commandement ou des bases aériennes qui sont capables aussi de lancer des armes nucléaires grâce aux forces aériennes stratégiques soient touchés. Normalement, il reste toujours les sous-marins qui sont capables d'envoyer un M51 sur Moscou. Mais je pense que les Ukrainiens, aujourd'hui, font la preuve, parce que les Ukrainiens avaient la bombe atomique au moment de la fin de l'URSS. Ils ont quand même rendu à la Russie leur bombe atomique avec une garantie qu'ils ne se feraient jamais attaquer par la Russie. Oui, c'est raté. Et on était d'ailleurs garant. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont garants de ce on doit les soutenir. Oui, c'est le mémorandum de Budapest qui a été attaqué de toute façon dès 2014 avec l'annexion de la Crimée par Moscou. Donc maintenant, ça donne vraiment une preuve qu'il ne faut pas se séparer de ces armes nucléaires quand on les a. Il n'y a que l'Afrique du Sud finalement qui sont séparées, mais c'est tout.
L'Afrique du Sud avait l'arme nucléaire, il s'en est séparé, a fini par s'en séparer. Héloïse, une dernière question en tant que chercheuse à l'IFRI et spécialiste justement du nucléaire militaire. Là, on a parlé du nucléaire militaire, mais quand on parle du nucléaire ces derniers jours, on parle aussi d'un autre type de nucléaire, utilisé eh bien, notamment ces centrales nucléaires en Ukraine, qui sont aussi le théâtre parfois d'affrontements et de tentatives de contrôle de la part de la Russie. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le risque potentiel sur ce nucléaire, du coup, en l'occurrence, qui n'est pas militaire, mais qui pose quand même question? Alors évidemment, il faut comprendre que là, la Russie, elle s'attaque du coup aux intérêts vitaux de l'Ukraine. Et si l'Ukraine avait des barrages pour produire son électricité au lieu d'avoir des centrales nucléaires, il est quasi certain que la Russie aurait aussi fait peser une menace sur les barrages. Donc là, effectivement, c'est la centrale de Zaporizhzhia qui est encerclée, qui est contrôlée maintenant par les Russes. Donc le personnel, il est sur place. Ils ont beaucoup de mal à relayer le personnel. Après, l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, assure que pour l'instant, il n'y a pas de risque. Le directeur de l'AIEA a pu se rendre sur place. Donc pour le moment, les risques sont minimes. Et puis de toute façon, la Russie est quand même plus proche de l'Ukraine que nous, donc elle n'a pas non plus intérêt à voir une explosion nucléaire se poursuivre. Donc ça, c'est pour Zaporizhzhia, donc dans le sud de l'Ukraine. Et puis concernant Tchernobyl, effectivement, donc ce matin, on a appris que la centrale avait été maintenant isolée du circuit électrique du reste de la région. Alors, on sait qu'il y a des générateurs qui permettent de faire encore tourner. Parce que Tchernobyl est contrôlé aujourd'hui par les Russes. Oui, c'est ça. Ils ont saisi la centrale, je crois, il y a 2 semaines. Donc là, pareil, du coup, le personnel, il n'a pas pu encore être relayé. On sait qu'il y a des générateurs qui peuvent tenir encore 48 heures. Et puis, évidemment, il faut savoir que Tchernobyl, elle n'est plus en activité depuis 2000. Donc, en fait, c'est uniquement une question de refroidissement du combustible. Donc, bon, pour aller, c'est assez technique. Mais en tout cas, l'AIEA, pareil, estime qu'il n'y a pas de risque pour le moment, mais évidemment, pousse la Russie à faire des efforts pour que les personnels puissent être relayés et puis qu'on ait à nouveau accès aux informations sur ce qui se passe dedans. Et du coup, quand Zelensky, le président ukrainien, se tourne vers l'Union européenne et vers les États-Unis en disant qu'il y a une menace d'apocalypse, de guerre nucléaire, etc., notamment justement après le contrôle de Zaporizhzhia par les Russes, c'est quoi? C'est une guerre de communication pour faire réagir les Occidentaux? C'est une guerre de communication, exactement comme sa demande de zone d'exclusion aérienne. Oui, sait a priori que c'est pas faisable par l'OTAN, mais voilà, il essaie quand même tout simplement pour attirer encore plus l'attention sur l'Ukraine, et on peut pas lui en vouloir vu sa situation. Et néanmoins, on veut pas d'un Tchernobyl dans le sud de l'Ukraine. C'est sûr. Ça, c'est possible. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Le risque nucléaire civil existe, et il est a priori un peu plus élevé que le risque nucléaire militaire. Mais heureusement, il y a plein de systèmes et de garanties qui peuvent permettre d'empêcher un tel accident. On comprend aussi que le risque est plus élevé dans la situation actuelle, forcément, qu'en situation de paix, au vu des affrontements qui se déroulent autour de ces c'est sûr qu'avoir des centrales. lance-roquettes à côté de centrales, c'est pas une excellente idée. Ils ont tiré sur les heureusement des bâtiments annexes. Mais... Donc c'est forcément une question importante. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence.